De ces murailles, le souvenir jaloux du passé. Abandonnez-vous donc à la complainte de ces nuits douloureuses, qui nous redisent à peine ce que fut cette douleur, et qui pourtant portent la trace des artisans qui l'ont élevé et des soldats qui l'ont assailli. Et puis, laissez-vous bercer par les temps qui s'envolent et fredonne sa chanson. Écoutez le silence des chants qui se recueillent pour vous faire confidence de ce qu'ils ont entendu. Et toutes ces pierres mutilées par le temps sortiront de leur nuit, reprendront vie pour un instant. L'histoire de la France vous remontera au cœur. Puis du fou, les émotions sont éternelles. Chers amis, le Puy du Fou a 47 ans. Et en 1977, quand mon père Philippe de Villiers découvrit ce lieu chargé d'histoire, son attention fut attirée par le tracé d'une ancienne voie romaine qui traversait le site, bordé de hêtres et de chênes centenaires. Cette allée romaine, qui donna d'ailleurs son nom à l'un des villages d'acteurs de la Cinécénie, témoignait de la conquête par Jules César lui-même de ce podium fagi, ce puits du fou, dont son nom latin, qui devait en garder les précieuses traces jusqu'à nous. Depuis près de 50 ans, le Puy du Fou a grandi, déployé son art sur le fait de cette petite montagne bocagère, et tout ce que nous avons bâti trouve aujourd'hui sa juste place entre les chênes, les hêtres que les Romains nous ont légués et que nous avons fièrement protégés. Au fond, à travers nos recherches, nos créations, nous avons fait parler cette terre qui a bien voulu nous révéler ses mystères, et c'est en fouillant dans les archives les plus anciennes, les plus méconnues, que nous avons retrouvé la silhouette probable des architectures érigées en ces lieux par nos prédécesseurs gallo-romains. Nous avons patiemment déduit de nos recherches l'existence quasi certaine d'une rue gallo-romaine composée d'échoppes et d'habitations, se levant autour d'un forum gallo-romain cerclant ce qui fut sans doute. Eh bien, nous en avons retrouvé l'esprit et la substance, le tour et les contours, et nous avons décidé de la reconstruire. En 2025, vous la découvrirez revenue à la vie, après des siècles d'oubli, car la villa gallo-romaine et sa rue sortent de terre à l'instant même où je vous parle, tout près d'ici. Étendue sur 4000 m², la nouvelle villa gallo-romaine ajoute 100 chambres aux 500 chambres déjà existantes au Puy du Fou. Chacune de ces chambres peut accueillir jusqu'à 5 personnes dans un lit double, 2 lits superposés et un lit additionnel. Et ce chantier gallo-romain a rassemblé et fait travailler ensemble 45 entreprises françaises au service d'une œuvre d'art rigoureusement inspirée des chefs-d'œuvre de la civilisation romaine et proposant à nos futurs hôtes évidemment tout le confort moderne. Ce projet de nouvel hôtel au Puy du Fou représente un investissement de plus de 20 millions d'euros et vient compléter le voyage à travers les grandes époques de notre histoire. Bienvenue chez les bâtisseurs, bienvenue dans la future villa gallo-romaine du Puy du Fou. Comme chacun sait, dans notre histoire, l'histoire de France, la période gallo-romaine marquait déjà sur le territoire du futur royaume de France la fin de l'Empire romain. Le IIIe siècle après Jésus-Christ fut sans doute celui des plus grandes persécutions et de l'apogée des jeux du cirque, dont Damien, le héros du signe du triomphe, dénonce le scandale, pour ceux qui nous connaissent bien. C'est ainsi qu'on date généralement la disparition progressive, vous le savez, de l'Empire romain au IVe siècle, puis Ve siècle de notre ère. Les hordes wisigothes
ostrogoths, burgondes, celtes ou vandales déferlèrent sur la Gaule romaine et ils semèrent le chaos. La Gaule romaine se cherchait un nouveau chef et l'histoire se mêlant à la légende, ou la légende se mêlant à l'histoire, naquit en ces temps troublés une chanson de geste qui ne devait être écrite que quelques siècles plus tard, la légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Chrétien III tenta d'en faire une synthèse au XIIe siècle, reprenant à son compte la prophétie fameuse de l'épée Excalibur, qui devait désigner du milieu de l'abîme le roi destiné à unifier les clans et à incarner l'esprit de chevalerie, en rassemblant autour de sa table ronde les âmes les plus valeureuses de son temps. Le mythe arthurien, tel une source jaillissante, irrigua la pensée française et même européenne, engendrant la naissance de nouvelles légendes, dont certaines s'enracinèrent au fil du temps dans l'imaginaire collectif français, quand d'autres furent oubliées. Or, il se trouve que l'une de ces légendes perdues est mystérieusement arrivée jusqu'à nous. Lors d'une de nos recherches en généalogie sur la famille du Puy du Fou, nous avons eu récemment la main heureuse. Un document nous est parvenu dont la véracité semble établie, qui nous a révélé le grand mystère que je voudrais aujourd'hui vous confier, et dont personne jusqu'à ce jour n'a jamais eu connaissance. Je vous raconte. Peut-être en avez-vous en mémoire le souvenir d'un personnage éminent de la légende arthurienne, la fameuse fée Morgane. Était-elle une druidesse, une enchanteresse, la prêtresse d'anciennes croyances disparues? Nul ne saurait le dire. Mais selon la vieille tradition orale des trouvères et des troubadours, dont nous avons gardé la trace et des traces écrites inédites, Morgane, la fée des esprits mauvais, aurait emprisonné par un sort le roi Arthur lui-même et ses chevaliers de la table ronde, dont le plus brave, le fameux Lancelot du lac. Elle engloutit les preux chevaliers dans un lac caché au regard. Et le royaume sombra dans la désolation. Excalibur, l'épée d'Arthur, fut perdue, mais dans le combat titanesque qui opposa les forces d'Arthur à celles de Morgane, Lancelot eut juste le temps d'envoyer à son jeune frère le message de leur détresse. C'est ainsi que le jeune Tristan, né à Font-Renou, le village voisin de ce théâtre où nous nous trouvons cet après-midi, se fit un devoir de répondre à l'appel de son frère. Mais ce que Tristan ignorait, c'est qu'à travers les épreuves qu'il allait endurer, il deviendrait le fondateur d'une lignée. Le monde n'est plus tel qu'il était. Morgane l'a emporté. Elle veut gouverner les hommes. Que cherches-tu, Tristan? Ce nom étrange, né de choix très anciens devenus des raisons mortes. Pourquoi la famille du Puy du Fou choisit pour devise « C'est à jamais », devise que vous retrouvez par exemple dans la Renaissance du château. Et qui fut le premier de cette lignée dont le nom résonne encore aujourd'hui par-delà les siècles grâce à vous, mesdames et messieurs les journalistes, les ambassadeurs qui êtes là. Soyez prêts. En 2025, le nouveau spectacle L'épée du roi Arthur dévoilera la pièce manquante, enfin, le secret des origines du premier Puy du Fou. Le secret d'un chevalier sans lequel nous n'aurions jamais pu nous rencontrer. Notre nouveau spectacle, L'épée du roi Arthur, vous l'avez compris, c'est le titre, durera 25 minutes et sera joué jusqu'à 8 fois par jour sur une scène de 3000 m² devant 2000 spectateurs.
de nombreux effets spéciaux inédits, jamais vus au Puy du Fou ni ailleurs dans le monde, dont une machinerie de plus de 40 tonnes en mouvement, serviront le déroulement de cette histoire. Du scénario à la musique, des décors aux costumes, tous les ingrédients de cette création sont 100% originaux, créés sur mesure par les équipes du Puy du Fou. Chers hôtes, en 2025, l'épée du roi Arthur vous attend. Beaucoup parmi vous le savent, mais cette épée avait un nom, devenu célèbre à travers les âges, Excalibur. L'épée de légende disparue avec le Moyen-Âge et fut perdue, je le disais il y a un instant, avait-elle seulement existé? Nul ne peut l'affirmer, mais nul ne peut prouver le contraire. C'est alors que le Puy du Fou intervient, en ce lieu où la légende affleure sous chaque chiron de granit, au détour de chaque mus, alentour de chaque futaie centenaire, là où la mémoire, réveillée par le feu de la veillée, danse et compose en scène un hymne, un chant, une chanson de geste. Le Puy du Fou a retrouvé Excalibur, ou plutôt l'a reforgé, à partir d'un fragment très ancien, jalousement gardé au creux d'un sillon de labour, que la nature choisit de rendre un jour aux hommes. Il fallut faire appel aux meilleurs forgerons du royaume, et pour la sertir aux plus talentueux de nos joailliers, du brasier de la forge et des mains amoureuses de l'artiste et de l'artisan séculaire jaillit Excalibur, et nous allons vous la présenter. C'est quelque chose qui va peut-être, et j'espère, laisser une trace. Je dis tout le temps à mes élèves, prenez votre temps parce que vous travaillez pour l'éternité. C'est pas une épée de pierre, c'est une épée de roche. On a proposé les matériaux les plus nobles qui étaient disponibles en France. On utilisait 4 kg d'acier de fourneau pour pouvoir obtenir la lame. Pour la conception de cette épée, nous avons fait plusieurs dessins en collaboration justement avec Sonia Flamand-Lumineuse. On m'a demandé de réaliser tout ce qui était décor, c'est-à-dire les dragons, le travail de la césure, tout le travail au niveau du cuir du fourreau. J'ai fait tous les dessins. À haute température, l'acier se soude. Il faut étirer cette matière, la replier pour justement encore améliorer sa pureté. On a dû décider de quel type de pierre serait le plus adapté en fait à l'ensemble. On a choisi de partir sur une pierre rouge. Donc je suis d'abord allé au Sri Lanka avec potentiellement l'espoir de trouver une pierre qui pouvait convenir. Je ne l'ai pas trouvé sur place et il restait donc le Vietnam, à Du Quyen, qui est un endroit historiquement où on trouve beaucoup de spinels. Entre deux forgerons, c'est très positif. Et avoir deux paires d'yeux, deux cerveaux, pour pouvoir regarder en fait la pièce, c'est un avantage. En équipe, ça marche mieux. C'est assez impressionnant, même nous on s'en lasse pas un peu avec le temps, voilà, c'est quand même beau. On voit que la lame a une identité, elle a une signature propre et qu'on ne peut pas tricher sur ces choses-là. À partir de là, on fait de masquinage. C'est de l'incrustation, on fait toute la gravure et on vient après remplir cette gravure avec un métal non ferreux. Chaque élément est travaillé à la main, chaque pièce, chaque élément de manière individuelle. Parce qu'il faut pouvoir retranscrire aussi en 3D les dessins qui ont été fournis par Sonia. D'abord, on fabrique ces éléments-là en argent et ensuite, on les fait d'or. On vient directement mettre les différents éléments dans des brilles électrolytiques pour justement ensuite faire adhérer de l'or directement sur les pièces. Et puis travailler avec une équipe aussi, c'était vraiment unique. On a mis une très belle pierre, voilà,
tout savoir en fait sur ces étapes de fabrication et sur son identité. Regardez cette épée. J'ai l'honneur de vous présenter Excalibur. Elle appartiendra un jour à l'un d'entre vous ou à tout chercheur de trésors qui voudra la conquérir, car le Puy du Fou lance sa première chasse au trésor. Les aventuriers qui tenteront leur chance devront résoudre 12 énigmes qui les mèneront dans un lieu inconnu du roi Arthur lui-même, quelque part dans le royaume de France, ou peut-être dans un royaume qui fut autrefois lié à la France par le lignage. En ce lieu que les 12 énigmes auront révélé, se cache un coffre qui conduira le vainqueur à l'épée. Chers amis, je vous annonce que le Puy du Fou ouvre aujourd'hui la chasse au trésor la plus légendaire, la plus épique, la plus convoitée qui ait jamais existé. Pour cette chasse au trésor, nous avons fait appel aux meilleurs créateurs d'énigmes au monde. Ils sont français et se nomment Unsolved Hunt. Ils ont inventé une méthode inviolable permettant de bâtir des énigmes capables de résister au ressort extraordinaire de l'intelligence artificielle, ce qui veut dire que seul un cerveau humain pourra trouver la voie. Le Puy du Fou et Unsolved Hunts ont donc uni leurs forces pour forger le plus solide des mystères qui soit, pour qu'à la fin de la quête, un seul soit victorieux, le victorieux dépositaire de l'épée Excalibur. Dans la famille, on est chasseurs de trésors de père en fils, c'est-à-dire que mon grand-père cherchait le Graal, et donc on a été un peu biberonné à tous ces récits. Et puis après les études, je me suis dit que j'avais envie d'être dans cet univers au quotidien. Donc c'est pour ça que j'ai créé Unsolved, et après j'ai été rejoint par Simon. Alors ça a commencé avec Zach, c'est-à-dire que quelqu'un est arrivé en disant j'ai une idée, on va créer des énigmes, des chasses au trésor. Et c'est parti de là et ça n'a jamais arrêté depuis. La chasse, elle va plonger immédiatement les joueurs dans la quête du Graal, dans la légende arthurienne, dans la légende de la table ronde. Et les joueurs vont se retrouver confrontés à 3 documents. Ils vont avoir une carte au trésor de l'Europe de l'Ouest médiévale qui est le terrain-jeu de la chasse. Ils vont avoir 12 énigmes calligraphiées et ils vont avoir associé à ces 12 énigmes calligraphiées 12 enluminures peintes à la main. Et c'est à partir de tous ces éléments que les joueurs vont devoir commencer à faire des recherches en cryptographie, en histoire, en culture, créer des équipes jusqu'à localiser l'emplacement précis du coffre enterré. Je souhaite aux joueurs bon courage, beaucoup de persévérance, prendre du plaisir, puisque le thème va les plonger dans de longues heures de recherche, de documentation et d'enquête. Je leur souhaite de passer un excellent moment, surtout avec toute la communauté. Parce qu'à chaque fois, sur une chasse au trésor, on rencontre des personnes absolument extraordinaires qu'on n'aura jamais rencontrées par ailleurs, en plancher sur un thème aussi extraordinaire. Le thème est unique, le trésor est unique. J'ai essayé de m'inspirer d'aucune chasse au trésor précédente pour qu'elle aussi soit unique. L'épée que... Voilà. L'épée que vous avez devant vous a une valeur actuellement estimée à 250 000 €. Et cette valeur ne fera que grandir à mesure que la quête attirera plus nombreux les aventuriers les plus audacieux. Entièrement recouverte d'or, Excalibur est sertie d'une spinelle rouge, une pierre précieuse, de 6,23 carats dans le pommeau. Sa lame en acier de bas fourneau a été forgée et façonnée artisanalement, comme vous l'avez compris, dans une forge à charbon de bois, selon les techniques employées au Moyen-Âge. Et l'épée pèse 3,4 kg. Elle mesure 124 cm de haut. Et elle a été conçue pour obéir aux règles d'équilibre et de robustesse pratiquées
au temps du roi Arthur. Elle est une épée de roi. Elle est donc là pour lui faire honneur, par sa silhouette élégante et ses parures exceptionnelles, autant que par sa sévérité et son tranchant dans le feu de la bataille. Voici donc l'Excalibur, qui appartiendra bientôt au plus véloce des chevaliers qui se cachent peut-être dans cette assemblée, ou bien sur les réseaux, ou bien parmi vos lecteurs ou téléspectateurs, mesdames et messieurs les journalistes. Depuis le premier pavé gallo-romain, découvert en 1977, jusqu'à Excalibur aujourd'hui, voici comment, dans cette confidence, le Puy du Fou vous livre, pour l'année qui vient, quelques-uns de ses innombrables secrets. C'est plus spectaculaire. Vous allez la commencer quand, la course au trésor? La chasse au trésor, écoutez, elle va commencer au printemps, là. Un peu avant, mais au mois de mars, on l'annonce dès maintenant, parce que ça va se lancer pour les inscriptions, etc. Donc, une chasse au trésor unique. Voilà, ça n'a jamais été fait pour nous au Puy du Fou, et vous l'avez compris, c'est une chasse au trésor qui se déploie sur plusieurs royaumes. Sur le timing, justement, et la conception de ce spectacle, ça n'a rien à voir effectivement avec la Chute d'Or, j'imagine. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On n'a pas travaillé de la même façon, c'est pas les mêmes équipes, etc. Non, et surtout là, l'objectif est très clair. Il est lié à notre spectacle, c'est l'épée Excalibur. Donc, si vous voulez, l'objectif pour nous, c'est pas de faire une chasse au trésor en soi, c'est parce que l'épée que nos visiteurs vont rechercher à travers tous les participants à cette chasse au trésor, tous les aventuriers, ce sera le lien direct avec le spectacle qui s'appelle l'épée du roi Arthur, comme vous l'avez continué. Est-ce que vous attendiez à une telle fréquentation en hausse? On sait que les pouvoirs d'achat, des fois, c'est un peu compliqué. Donc, est-ce que vous l'aviez envisagé, cette fréquentation? Nous étions persuadés qu'il serait très difficile d'atteindre la fréquentation de l'an passé, qui était 2,6 millions. Et finalement, les Français nous ont fait la bonne surprise de venir très nombreux, avec 200 000 visiteurs de plus. En effet, c'est pour nous une victoire énorme, parce que quand nous regardons un peu l'activité touristique en France, les autres sites touristiques auxquels on peut être parfois comparé, on voit que les progressions sont beaucoup plus faibles, voire d'ailleurs en général ne sont pas là. Donc il y a un désir de Puy du Fou qui est particulièrement marquant cette année. Nous avons parfois bénéficié du succès général du tourisme en France, il faut l'avouer avec humilité, mais cette année, on doit reconnaître que nous sommes les seuls à avoir fait une telle progression, une telle augmentation de la fréquentation. Donc c'est un succès formidable qui couronne sans doute une stratégie audacieuse qui est celle de tout créer en interne, de tracer notre propre ligne qui consiste à être un parc de spectacle enraciné, inspiré d'histoire de France, là où beaucoup ont douté autour de nous, beaucoup ont parfois dans les premières années considéré que le Puy du Fou ne pouvait pas durer dans son ADN. Eh bien en fait on le voit aujourd'hui que le Puy du Fou est salué, couronné de succès par les Français, mais aussi par les étrangers qui reviennent de plus en plus nombreux. Près de 15% d'étrangers viennent au Puy du Fou cette année. Et c'était un public que nous avions perdu après la crise du Covid et que nous retrouvons de manière assez massive, notamment les Belges, les Anglais, mais aussi les Espagnols qui viennent de plus en plus nombreux parce que Puy du Fou Espagnol leur inspire le désir de venir voir le Puy du Fou de France. Et à Puy du Fou Espagnol, nous recevons aussi des Français. Donc voilà, il y a déjà une forme d'échange qui se fait culturel entre les deux Puy du Fou et donc les deux pays. Avec un gros taux de revisite en France? Et il y a un taux de revisite qui est très important en France. En effet, on est au-delà des 60% de nos visiteurs sur les 2 800 000 qui reviennent très régulièrement dans une échelle de temps qui est de l'ordre de 5-6 ans à peu près, dont 20%, c'est-à-dire 20% de la totalité de nos visiteurs reviennent tous les ans, ce qui est énorme et ce qui, là encore, déjoue tous les pronostics puisque nous sommes un parc de spectacle et pour autant, nos visiteurs reviennent au Puy du Fou comme on revient à la maison. Voilà, le Puy du Fou, c'est en fait peut-être la maison secondaire de toutes celles et ceux qui n'ont pas de maison secondaire. Et c'est une force formidable pour un public familial qui a peu de moyens. Nous restons le parc le moins cher d'Europe parce que nous réinvestissons 100% de nos bénéfices. Nous ne remontons pas des dividendes à des actionnaires extérieurs. Et donc la richesse que nous créons grâce et seulement grâce à nos visiteurs, elle est intégralement réinvestie dans l'outil.
et c'est ce qui permet en fait de faire grandir le niveau de jeu, c'est comme au foot, comme on dirait au foot, du Puy du Fou, c'est-à-dire en fait de faire grandir le niveau de qualité du Puy du Fou. Olivier parlait tout à l'heure du haut de gamme populaire. Le haut de gamme populaire, c'est vraiment l'intuition du Puy du Fou. Parce qu'on propose une activité populaire, on s'interdit souvent le haut de gamme. Eh bien, au Puy du Fou, c'est le contraire. Nous, on pense que le haut de gamme peut s'adresser à un public populaire. Tellement rempli que vous avez compris que nous venons d'annoncer l'ouverture d'un nouvel hôtel, puisque nous sommes obligés d'agrandir notre cité hôtelière, qu'on appelle la cité nocturne du Puy du Fou, tout simplement parce que nos hôtels ne suffisent plus. Nous sommes aujourd'hui avec des taux de remplissage qui, la plupart du temps, frôlent les 100%, si ce n'est à 100%, ce qui est absolument colossal, mais en même temps indépassable. Et donc, pour dépasser nos propres records, il n'y a qu'une solution, c'est d'ouvrir des nouveaux hôtels. L'objectif pour nous, ce n'est pas de dépasser des records. L'objectif pour nous, c'est d'offrir le meilleur service à nos visiteurs. Nous voyons que nos hôtels thématisés sont l'occasion pour nos visiteurs de prolonger le voyage dans le temps. Les spectacles, les restaurants, tout est thématisé au Puy du Fou. Et aujourd'hui, il y a suffisamment de spectacles pour visiter le Puy du Fou sur 2 ou 3 jours. Là où autrefois, on visitait le Puy du Fou en une seule journée il y a 15 ans ou 20 ans. Aujourd'hui, nos visiteurs viennent vraiment en séjour, et c'est la très grande majorité, dans un certain nombre d'archives qui nous sont parvenues, et qui est la rue gallo-romaine qui se levait autour de ce forum. Et donc ce forum s'inscrit naturellement dans cette architecture complète. Cette rue gallo-romaine, elle est composée des shops, d'habitations, etc. Et on va y retrouver en vérité des chambres d'hôtel, mais à chaque fois dans des volumes et des thématisations variées. 600 chambres qui seront maintenant présentes au Puy du Fou, avec le nouvel hôtel. La force du Puy du Fou, peut-être, c'est de toujours créer la surprise, parce que nous sommes des gens de spectacle. Et un grand homme, créateur de spectacle, disait le spectacle, c'est l'art de la surprise. C'était le roi Louis XIV. Et donc le spectacle, l'art de la surprise, s'applique pour nous à toute chose, y compris dans la façon de présenter nos nouveautés, par exemple, mais aussi dans la façon de construire des histoires dans l'histoire. Et finalement, cette chasse au trésor, c'est une façon de prolonger l'histoire de l'épée du roi Arthur, l'épée du roi Arthur étant le titre de notre nouveau spectacle, qui va vraiment raconter les origines du premier Puy du Fou, et qui, comme vous le verrez, eh bien, sont là aussi tout à fait surprenantes. Ce que nous avons découvert méritait d'être mis en scène et méritait d'être présenté à notre public, à nos spectateurs, qui vont évidemment pouvoir faire le lien naturel entre l'épée de légende et l'épée de la réalité, celle que nous poursuivons à travers cette chasse au trésor, celle que nous recherchons et celle dont nos visiteurs pourront devenir les heureux dépositaires. Et alors concrètement, elle va se passer comment, cette chasse au trésor? Alors cette chasse au trésor, eh bien, lorsque vous aussi seulement 2 ans, ou même encore moins selon la prouesse que sera celle du vainqueur. Donc on ne peut pas aujourd'hui savoir quel cerveau va réussir à percer le mystère. Un mot sur ce qu'on va trouver? Ce qu'on doit trouver, eh bien, à la fin, c'est ce qui est le but de la chasse au trésor, vous l'avez compris, c'est l'épée, c'est d'en devenir le propriétaire. Mais ce qu'on doit trouver est dans un coffre, et c'est naturellement à celui qui sera le vainqueur de vous révéler ce qu'il aura trouvé. On peut parler de la c'est difficile de vous dire combien de chercheurs vont participer, mais nous pensons que probablement plusieurs centaines de chercheurs s'inscriront à cette chasse. C'est quelque chose qui est gratuit, qui est payant? Alors c'est quelque chose qui est payant. Hein, pour participer, bien sûr, vous payez une petite participation, mais qui est très, très modique, évidemment, qui est très symbolique, mais qui permet tout de même de voir votre engagement, et puis ensuite de vous fournir aussi ce fameux kit qui va vous permettre d'entrer dans la chasse. Toutes les idées se nourrissent au Puy du Fou, c'est difficile. C'est comme si vous me parliez de l'histoire et de la légende. Qu'est-ce qui démarre en premier? Est-ce que c'est l'histoire ou la légende? Finalement, lorsque aujourd'hui nous réfléchissons à une nouvelle création de spectacle, en effet, nous réfléchissons à la façon dont elle peut trouver un écho différent dans la vie quotidienne de nos visiteurs. Donc la chasse au trésor, elle est une idée tirée naturellement de l'idée du spectacle.